Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Hello, c'est Marion, il est 18h passé de 2 minutes et nous sommes en direct sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Tous les jours de 18h à 19h jusqu'au 21 juillet, je vous accompagne en direct de la station Namas Rio, rue Guillaume Puy dans le quartier de la Luna où nos studios ont élu domicile le temps du festival. Tout au long de ce mois festif en dehors de l'antenne, j'arpente les rues d'Avignon pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes, des spectateurs, des compagnies, des habitants avignonnais et bien d'autres. En guise de véritable studio ambulant, je tends mon micro à qui souhaite s'exprimer. Donner la parole pour recueillir les avis, les impressions et partager les émotions suscitées par tous les superbes spectacles à découvrir est ma mission. Ainsi, je vous partage par le biais de cette émission l'ambiance des rues d'Avignon en plein festival. Et si vous nous croisez mon micro et moi, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous partager ce qui vous fait plaisir. Pour rappel, durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Pour revenir au contenu de cette émission, je vous partage chaque jour mes échanges avec les personnes rencontrées dans les rues d'Avignon, on s'écoute un peu de musique et je reçois des invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Émilie Sestier, qui est membre de la compagnie Tout de Go, et Franck Mercadal, qui vient nous présenter son spectacle La raison du plus fou. Bonjour. Bonjour Marion. Vous allez bien ? Ça va Très super. bien. Bon, je suis ravie de vous avoir avec moi. On va passer cette heure ensemble. Vous allez pouvoir nous présenter et nous parler un peu plus de vos spectacles respectifs. Et je crois même que pour Émilie, il y en a 2, puisqu'elle va nous parler du spectacle Eutrotte et du spectacle Essie, qui est plutôt orienté vers un jeune public. Et Franck, qui va nous présenter du coup La raison du plus fou, un spectacle philosophique. Aussi. On peut le dire comme ça. C'est une comédie autour de 2 philosophes, Rousseau et Diderot. Donc c'est une comédie un peu décalée quand même, mais qui a aussi un certain contenu philosophique. On ne peut pas éviter de l'aborder avec 2 auteurs comme cela. Bien évidemment. On va en parler dans quelques instants. On va commencer. Émilie, vous venez nous présenter du coup ces 2 spectacles, donc Eutrotte et Essie. Eutrotte qui est une comédie musicale loufoque inspirée de l'univers de Roald Dahl. Absolument. Et Essie, un spectacle de marionnettes d'après Maybe de Chris Ogden, que beaucoup de parents doivent connaître. Absolument, oui. Et d'ailleurs, ils se reconnaîtront très bien puisque l'affiche du spectacle est la couverture de l'album Jeunesse. Et le spectacle est fait d'après l'album Jeunesse avec le même univers graphique que l'album Jeunesse. Donc des petits singes bleus sur un univers rouge, rose et assez flamboyant. Voilà, ces 3 petits singes qui veulent absolument aller manger des mangues malgré l'interdiction de descendre pour aller manger ces mangues parce que le tigre rôde. Ah, je le comprends tellement, les mangues sont une belle motivation. Justement, est-ce que tu peux tout d'abord nous parler un peu de ce spectacle Eutrotte, qui veut dire donc tortue à l'envers ? Et oui, ça veut dire tortue à l'envers. C'est une adaptation d'un roman de Roald Dahl qui s'appelle Un amour de tortue, en français en tout cas. Roald Dahl, l'auteur jeunesse bien connu pour ses histoires, Charlie et la chocolaterie, Mathilda, Le bon gros géant, Sacrée sorcière. Voilà, c'est un auteur britannique bien connu de la jeunesse, dont beaucoup d'adaptations ont été faites au cinéma notamment, voilà, on les connaît. Et bien Tout de Go a voulu monter en 2021 cette histoire, Un amour de tortue, au théâtre, sous forme d'une comédie musicale. Et donc quelle est l'histoire quelle est l'histoire qu'on raconte, quelle est l'histoire d'Eutrotte ? Eh ben, c'est tout simple, c'est Monsieur Toupie et Madame Sylvestre qui sont voisins. On les voit évoluer sur leurs balcons respectifs. Monsieur Toupie est très timide. Lui, son univers, c'est plutôt les plantes et les fleurs. Et donc, il a un jardin très fleuri. Il adore ça. Et il est amoureux secrètement de sa voisine, Madame Sylvestre, qui, elle, est complètement toquée de sa tortue, Alf, qui, dans le spectacle, va être le narrateur omniscient des aventures de ces 2 personnages.
Et un jour, lors d'une discussion, quand enfin Monsieur Toupie arrive à dire plus de 3 mots à Madame Sylvestre, il apprend qu'elle aimerait que sa tortue grandisse plus vite. Et il va lui dire qu'il sait comment faire grandir les tortues rapidement. Et de ce quiproquo va naître une formule magique en verlan, du coup, puisque c'est aussi un des fers de lance de Roald Dahl, de jouer avec les mots, de jouer avec la langue. Et donc, il va inventer toute une formule en disant tortue, tortue, grandit, grossit, eutrotte, sidnarg, sisorg, zella, eutrotte, sisorg, allez, tortue, grandit, grossit. Il va la proposer à Madame Sylvestre et ensemble, ils vont bien voir si cette formule fonctionne. Voilà pour le teasing. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'est un spectacle qui est plutôt tourné vers un jeune public. Absolument, c'est un jeune public à partir de 4 ans qui dure 50 minutes. Mais j'irais même au-delà, je dirais que c'est même un spectacle très familial. Ça fait 2 ans qu'on joue ce spectacle et les familles sont toujours très heureuses de venir. Les parents sont toujours très, très conquis par l'histoire aussi un peu d'amour de Monsieur Toupie et Madame Sylvestre, par les maladresses des adultes. Et évidemment, c'est écrit à destination des enfants, donc c'est très visuel. Il y a de la musique originale d'ailleurs pour ce spectacle, composé par Elif Bleda. Et voilà, c'est tout un univers très coloré, très doux et très joyeux, tourné autour de ces comiques de situation qui sont cet enchaînement de tortues là qui vont être subtilisées par Monsieur Toupie pour arriver à ses fins finalement. Voilà, il s'embarque dans cette histoire. Donc oui, c'est plutôt un jeune public, mais je ne crois pas mentir en disant que les grands y prennent du plaisir aussi. Je n'en doute pas. Alors quel est finalement le message, s'il y a un message fort à comprendre, à retenir de cette pièce, ce serait lequel ? Eh bien, peut-être que le message fort, je dirais que pour moi, il y a un message qui est important et je pense qu'il est important dans plein de domaines en ce moment. C'est que les mots ont un poids, ont une valeur, et en tout cas, ils ont la valeur qu'on leur donne. Et c'est vraiment ce qui est exprimé là, puisqu'évidemment la formule n'est pas magique en soi, mais le fait est que ça devient quelque chose de magique pour ces personnages, parce que cette invention de la langue, on parle vraiment de la langue, une langue inventée pour le coup, va pouvoir créer des miracles, va pouvoir créer un nouvel univers en fait. Ça, je pense que ça pourrait être un des messages sous-jacents de la pièce. Important et puis voilà, et évidemment essayer d'outrepasser sa timidité. Ça aurait été beaucoup plus simple à Monsieur Toupie de pouvoir inviter Madame Sylvestre dès le départ. Bon, ça n'aurait pas donné lieu à ce roman et pas donné lieu au spectacle, mais évidemment qu'à un moment donné, il faut un peu de courage pour se mettre en action, quoi. Même si on est un peu enchevêtré, ça demande un peu de courage et c'est bien d'y aller, quoi. Bien sûr. Donc le poids des mots peut être fort, peut être véhicule de tellement de choses, et c'est quelque chose que l'on retrouve avec Rousseau, Diderot, qui sont de grands philosophes et qui sont du coup personnages en quelque sorte clés de cette pièce qui est La raison du plus fou, que tu viens nous présenter aujourd'hui, Franck. Oui, tout à fait. Alors c'est le poids de la langue, mais aussi surtout le poids de la pensée de ces deux philosophes. Et finalement, les mots sont un moyen de faire fi de cette pensée et de les rendre concrets. Exactement, oui. Alors, dans la pièce, on n'a pas voulu développer des concepts philosophiques, plutôt des réflexions qui ont, comme on peut s'en apercevoir aussi, un certain écho actuellement, puisque c'est une pièce sur l'altérité, l'acceptation de la différence, et que les autres peuvent avoir des opinions et des jugements différents, et que ce conflit peut être source d'inspiration plus que source de différenciation, de conflit et de rejet. Bien sûr, et c'est d'autant plus d'actualité
c'est vraiment d'actualité en ce moment avec tout ce qui se passe, de savoir accepter que l'autre ne pense pas forcément comme nous et que pour autant il n'a pas tort, ou on a tous raison d'un certain sens, hein. Comme on pourrait dire, il y a autant de façons de voir le monde, il y a autant de vérités que de personnes qui existent sur cette planète. Et voilà, et l'important c'est de savoir parler le même langage ou avoir en tout cas l'envie de résoudre ensemble les problèmes plus que d'essayer d'imposer à l'autre son point de vue. Bien sûr, l'intention partagée qui doit être la bonne. Alors, comment s'articule ce spectacle ? Alors, j'ai écrit cette pièce d'abord sur le sujet principal d'une amitié déçue, parce que Rousseau et Diderot étaient amis. On oppose souvent Rousseau à Voltaire, qui étaient vraiment ennemis, mais Diderot et Rousseau ont vraiment refait le monde, comme beaucoup, sur le comptoir de bar. Eux, c'était au Procope, au XVIIIe siècle. Qui est le plus vieux restaurant de Paris. Je le crois, crois toujours, oui, tout à fait. Une vraie institution. Oui, une institution, qui a vu passer, effectivement, là aussi, beaucoup de beaux des philosophes. Et donc, ils ont refait le monde, comme beaucoup ont pu le faire après eux, et avant eux aussi, à ce comptoir. Et puis, ils vont travailler ensemble, puisque Diderot va commencer à concevoir l'encyclopédie, et donc l'encyclopédie, c'est la première encyclopédie qui a été créée et qui va ramasser toutes les connaissances de l'époque. C'est la première. Et donc Diderot va mener ce projet pendant près de 12 ans. Rousseau va écrire d'ailleurs pour cette encyclopédie. Mais au fur et à mesure des années, leurs chemins vont être différents, leurs pensées aussi, et d'amis, ils sont devenus ennemis. Et donc Diderot vient revoir Rousseau, qui joue une partie d'échecs seul, et Diderot le défie aux échecs pour régler leurs différends. Donc l'action se situe au Procope, devant une partie d'échecs où ils vont régler leurs comptes. Très bien. Donc Franck, rappelons-le, vous l'avez dit, mais vous êtes l'auteur de ce spectacle. Comment votre choix s'est tourné vers ce sujet, vers ces personnages, vers ce contexte? Alors oui, ça m'a évoqué des choses personnelles, ce genre d'amitié qui, au fur et à mesure, peuvent prendre des chemins différents qu'on ne l'avait imaginé. Et puis j'avais envie aussi d'approfondir la pensée de ces philosophes. Et puis cette confrontation était pour moi source d'humour aussi. C'est marrant aussi de montrer des philosophes en contradiction avec leurs propres propos. Bien sûr. Nous sommes hélas tous pareils. Et donc je ne voulais pas faire un spectacle pesant, mais vraiment un spectacle léger qui plaît aussi, puisque nous l'avons créé, cette pièce à Agen. C'est un spectacle qui s'adresse à la fois à des adolescents comme à des professeurs de français. Donc on a été content de pouvoir parler à ce public assez nombreux et assez différent. C'était l'une de mes prochaines questions, à savoir à qui s'adressait, à quel type de public s'adressait ce spectacle, à savoir, souvent quand on parle de philosophes, on pense tout de suite à des choses un peu élitistes, compliquées à comprendre. Comment vous avez fait pour mettre un peu plus de légèreté au travers de ces sujets? Pour répondre à votre question, on se posait la question avec Émilie avant que l'émission ne commence, et je me disais, mais grand écart entre spectacle pour jeune public et un spectacle autour de deux philosophes. Nos jeunes publics sont nos adultes de demain. Hein, exactement. Et finalement, on se disait, mais non, pourquoi grand écart? Parce que si le spectacle s'appelle « Et si », l'enfant va se poser des questions quant à savoir comment l'eau sort du robinet. L'adulte va se poser des questions aussi innocentes. Pourquoi l'amour? Pourquoi le droit? Et la philosophie, c'est la continuation de ces questions enfantines. Donc voilà, j'ai voulu garder toujours cette lignée-là. Et les gens, j'avoue, j'étais surpris effectivement que les gens me remercient de ne pas faire un spectacle pesant, parce qu'on peut avoir un peu peur de la philosophie avec des concepts assez difficiles, abscons, enfin un peu compliqués. Et on a voulu passer au-delà de tout ça avec Grégory Baquet, qui a fait la mise en scène, bien sûr, et avec lequel j'ai le plaisir de partager la scène. Nous sommes donc tous les deux comédiens sur cette pièce-là. Et donc on a voulu passer au-delà de l'hésitation qu'on peut avoir devant le concept philosophique tel qu'on l'imagine habituellement. C'est d'abord l'histoire d'une amitié, et puis c'est mieux si les deux personnages savent penser et parler quand même. Oui, c'est quand même le but, hein, en tant qu'humain.
peu importe qui nous sommes, philosophes ou pas, on est quand même amené à se poser un tas de questions. La première étant toujours à savoir qu'est-ce qu'on fait là. Qui sommes-nous vraiment en tant qu'humains, C'est une question qui se pose sans cesse. D'ailleurs, on a reçu ce matin Narcisse qui joue son spectacle Humain, qui aussi amène à poser beaucoup de questions, qui amène tout d'abord à démontrer comment l'histoire de l'humanité a pris place, ce dont on est capable, ce dont on a aussi été capable dans le pire, comme dans le meilleur. Et oui, heureusement qu'on se pose des questions. Alors, qu'est-ce que ça fait d'incarner des philosophes ? C'est très gratifiant de se dire qu'on doit un petit peu élargir quand même sa pensée, sa façon de jouer pour rentrer dans le costume de personnes qui pensent et écrivent beaucoup mieux que nous. Donc c'est toujours gratifiant et un challenge. Et puis aussi, comme je vous le disais, c'est marrant de les montrer aussi d'une manière très prosaïque, parce que même si tant est qu'on défend l'état de droit, comme l'a pu le faire Rousseau dans le contrat social, ça n'empêche pas Rousseau d'essayer de gagner cette partie d'échecs par tous les moyens. Rousseau d'ailleurs qui était très mauvais joueur aux échecs. Est-ce que du coup ça s'est ressenti dans la pièce, dans la mise en scène ? Exactement. Nous employons tous les moyens possibles, enfin les personnages emploient tous les moyens possibles pour essayer de gagner. Et donc c'est cet objectif-là qui est toujours intéressant à montrer, malgré des fois, donc comme je le disais, les pauses plus générales qu'on peut avoir. Il reste malgré tout humain. Il reste malgré tout humain, bien sûr, comme vous et moi. Émilie, tu es toi-même interprète aussi dans la pièce Eutrope. Oui. En alternance avec Charlotte Jointeau, si je ne dis pas de bêtises. Alors dans ce spectacle, qu'est-ce que tu aimes dans les personnages qu'on y retrouve ? Alors déjà, moi j'interprète Madame Sylvestre et je manipule Alf. Donc finalement j'ai deux personnages à interpréter puisque Alf étant une marionnette, il faut aussi le faire vivre. Je commencerai par Madame Sylvestre. Madame Sylvestre a un côté un petit peu suranné, un tout petit peu désuet comme ça. Elle est très fraîche, elle est très volubile. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a un peu plus de profondeur que ça. Après, ça reste des thématiques qui sont abordées de manière très légère, parce qu'on est sur du jeune public. Mais c'est quand même un personnage intéressant parce qu'elle est passionnée de sa tortue malgré tout, elle voit clair un peu dans le jeu de Monsieur Toupie aussi. Donc, elle ferme un peu les yeux. Disons qu'elle voit, je pense qu'elle le laisse un peu se dépatouiller. Elle va voir un peu comment il va s'en sortir et par quels moyens il va s'en sortir justement. Donc c'est un personnage qui est très agréable, qui est très solaire, donc qui est très agréable à jouer. Et puis Alf, c'est mon petit coup de cœur. Alf, évidemment, il est omniscient, il voit tout ce qui se passe, il est irrévérencieux, puis c'est un animal, donc c'est toujours très agréable d'incarner, là pour le coup il est personnifié puisqu'il a la parole, mais d'incarner un être dont on ne connaît pas la forme, le corps habituellement. Et ça c'est un travail intéressant de pouvoir switcher de l'un à l'autre. C'est extrêmement satisfaisant en tout cas en jeu, d'avoir l'impression et c'est le cas d'interpréter deux personnages très rapidement comme ça. Et c'est pas trop difficile ? C'est une question d'entraînement. C'est une question d'entraînement. Moi, je suis marionnettiste aussi, et les marionnettistes le savent. Il y a des choses formidables qui se passent dans le cerveau quand on arrive à travailler des personnages comme ça à côté de nous. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'Alf est un personnage. J'ai vraiment l'impression qu'on est trois sur scène. Il faut souvent que je me rappelle que c'est moi qui incarne Alf. Mais oui, tu le fais. Et que quand je suis un peu fatiguée et que la réplique sort pas comme il faut, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Voilà. Alors, sous quelle forme Alf est présent dans la pièce ? Donc c'est une marionnette. Nous avons d'ailleurs beaucoup de marionnettes, puisque comme il faut changer la tortue au fur et à mesure, on en a un petit paquet. C'est une marionnette en mousse, qui est en mousse et en papier mâché, qui a été réalisée par Marianne Désé et Mathilde Louarn, qui d'ailleurs Mathilde Louarn joue dans Essie, qui est également marionnettiste. Et donc, c'est une marionnette qu'on appelle Muppet, c'est-à-dire c'est la contraction de mouth and puppet, c'est-à-dire dont la bouche s'ouvre pour pouvoir parler. Voilà. Donc moi, je mets mon pouce, mon index et mon majeur dans sa tête, et je peux ainsi ouvrir sa bouche et la fermer pour donner l'illusion que c'est Alf qui parle. Alors hier, j'ai reçu dans cette émission, alors non pas hier,
avant-hier, j'ai reçu Marjolaine qui est aussi marionnettiste et qui propose un spectacle qui s'appelle l'épopée de Pénélope. Et c'est vrai qu'on a échangé à ce sujet, à savoir, en tant que marionnettiste, on a tout un tas de questions aussi, comme les philosophes, mais à se poser, à savoir qu'est-ce qu'on adopte comme point de vue. Est-ce qu'on incarne la marionnette? Est-ce que la marionnette devient un personnage à part? Est-ce qu'on on se rend visible? Est-ce que du coup seule la marionnette est visible? Enfin, voilà, c'est tout un tas de questions que je ne m'étais jamais posées et que je me dis c'est compliqué finalement en tant que marionnettiste. Il y a tellement de points de vue supplémentaires à prendre en compte sur la manière dont on va mettre en scène ces personnages qui sont fictifs tout en étant un personnage à proprement parler. Alors, comment ça s'est passé pour la création de cette pièce? Tout à fait. Eh bien, en fait, il y a évidemment plusieurs façons d'aborder ça. C'est des choix de mise en scène. Là, Tolgay Pékin, qui a mis en scène et adapté la pièce et qui est mon partenaire sur ce festival, qui joue avec moi, il est d'ailleurs relayé par Noé Flieger sur quelques dates, a pris le parti de manipuler à vue. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit que c'est Madame Sylvestre qui manipule. Après, il y a des petits subterfuges qui permettent de passer de l'un à l'autre pour le spectateur, voilà, d'être assez clair, assez franc dans sa gestuelle, dans le changement de voix. Le travail de voix est extrêmement important pour le coup, parce que Alf a une voix propre, et c'est ce qui fait que ça lui donne vie aussi. Mais moi, je rebondirais sur l'intérêt que ça donne à l'acteur. Je trouve que c'est un travail extrêmement intéressant pour l'acteur, la marionnette, parce qu'on est obligé de se déplacer et de déplacer le regard du spectateur. C'est-à-dire qu'on se met au service d'un objet pour le faire vivre. Évidemment, c'est nous, évidemment, c'est notre souffle, notre posture, notre corps qui actionne cette marionnette. Mais ce n'est pas nous qui sommes visibles. Et ça, je trouve que c'est très intéressant pour le travail, pour le jeu d'acteur de manière générale, d'être capable de se fondre finalement derrière un objet pour que cet objet prenne vie. Bien sûr, surtout qu'en tant qu'acteur, déjà, ça demande toute une gymnastique mentale d'incarner un personnage, quand bien même on l'incarne par son propre corps. Il faut s'imaginer être quelqu'un d'autre complètement, lui créer une vie, un contexte. Enfin voilà, faut vraiment pouvoir se défaire de soi-même. Et je me dis que peut-être c'est encore un autre exercice que de le faire, mais sans que cela passe par son propre corps, et en résumant, enfin pas en résumant, ce serait peut-être pas le bon terme, mais en pouvant le projeter sur un objet qui n'est pas vivant. Donc il y a encore une gymnastique mentale à faire supplémentaire, à savoir que cet objet ne vit pas dans la réalité, puisqu'il s'agit d'une marionnette, c'est de la matière. Mais en fait, la marionnette, c'est très corporel. On pense que voilà, c'est une projection, mais en fait, manipuler une marionnette, c'est vraiment se servir de son corps, de son énergie de corps, de son ancrage, même si c'est une tasse à café. Et je vous assure que j'ai vu manipuler des tasses à café, c'était assez bluffant. Ça passe vraiment par notre corps. Mais c'est juste aller au bout de ça pour évidemment que ce soit transmis dans un objet. Et bon, la marionnette, je la manipule toute seule, mais parfois elles sont manipulées à plusieurs personnes, ce qui est le cas dans Ici. Parfois ils sont 2 à manipuler des singes. Et là, ça demande, en plus de cette énergie de corps, de s'accorder avec son partenaire pour que l'énergie puisse aller à l'objet et donner une vraisemblance de mouvement. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant. On va revenir dans quelques instants pour approfondir ces échanges sur ces 3 beaux spectacles que sont Eutrope, Ici et La raison du plus fou. Mais on va tout d'abord faire une petite pause musicale et on va s'écouter tout de suite Trinix de Ostepper. À tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Et me revoilà, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Speed Radio, je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur mon émission Les Coups de Cœur Théâtraux, dans laquelle je vous retrouve tous les jours de 18h à 19h en direct de la station Namas Rio pour vous partager le fruit de mes échanges en micro-trottoir dans les rues d'Avignon durant ce festival. Mais pas que, puisque j'y reçois également des invités en tout genre. Pour rappel, durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups.
Pour jouer, c'est simple, envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Et pas par les deux, parce que sinon ça fonctionne pas. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Je vous ai parlé d'invités et justement, je suis toujours en superbe compagnie d'Émilie et Franck venus parler de leurs spectacles respectifs. Émilie nous parle de Trot et de Essie qui sont deux spectacles mêlant marionnettes, danse, chant, danse je ne sais pas, mais chant je le sais. Quelques pas dansés, mais surtout du chant et surtout pour Trot. Il y a aussi de la chanson et de la musique dans Essie, bien sûr. On va continuer dans un petit instant et Franck qui est venu nous présenter La raison du plus fou qui se joue à la Luna. À la Luna à 11h11, sauf le 11 juillet. Sauf les jeudis, en fait. Voilà. Aujourd'hui et le 11 juillet, mais après le 18 on jouera. Ah, sauf le 18. À 11h11, sauf le 11. 11h11, Voilà. sauf le 11. C'est bien, c'était pratique, c'était fait exprès. Oui, tout à fait. Toujours savoir récupérer des opportunités. Alors, La raison du plus fou qui est un spectacle comique mais philosophique. Oui. Alors, est-ce que ça t'a demandé, puisque tu en es l'auteur, mais tu interprètes aussi aux côtés de Monsieur Baquet. Voilà. Donc oui, l'interprétation, parce que ça m'amène à vouloir rebondir sur ce qui était dit avant, sur Bien l'interprétation en tant que marionnettiste. Diderot a écrit un texte très intéressant qui s'appelle Le paradoxe du comédien, où il explique que l'acteur doit moins être ému lui-même, l'acteur ne doit pas être émotif, mais faire croire qu'il éprouve une émotion et amener cette distanciation. Donc il projette aussi son personnage, pas dans un objet, mais c'est un personnage quand même, une composition qu'il projette vers le public. Bien sûr. Et c'était très intéressant, effectivement, donc de le rappeler et puis de dire aussi que oui, c'est un duel, cette pièce. C'est un duel à fleuret plus ou moins moucheté. Ça dépend du moment où on va se situer dans la pièce. Mais c'est d'abord une volonté de chacun, comme je disais, de dire enfin sa vérité et d'accepter au fur et à mesure celle de l'autre. Très bien. Et pour jouer et même pour écrire cette pièce, est-ce que tu étais toi-même friand de philosophie ou tu es allé là-dedans pas tant que ça. Je suis allé vraiment, j'y suis allé en retroussant les manches et puis à essayer de trouver toujours des points de friction, de confrontation entre les pensées de ces deux philosophes. Après, nous avons beaucoup répété avec Grégory pour aussi aménager le texte, et je l'ai changé le texte aussi au fur et à mesure des répétitions pour qu'il soit au plus proche de nous-mêmes. Et même des fois après les premières représentations. Alors comment on s'y prend ? Parce que la philosophie, c'est pas forcément ce qui est le plus simple, surtout sur les textes un peu plus anciens, qui sont parfois un peu rocambolesques avec des tournures de phrases à rallonge, où en arrivant en fin de phrase, on ne se souvient déjà plus du début. Alors n'étant pas forcément friand de philosophie ou pas spécialement, un adepte. De la pensée philosophique, oui, c'est plutôt d'essayer de retrouver la substantifique moelle de la phrase, essayer de la simplifier aussi pour pouvoir qu'elle soit, parce que le langage parlé, bien évidemment, sera différent que le langage écrit. Tout à fait. Mais que ces pensées restent toujours percutantes. Moi, je suis toujours aussi étonné de voir combien elles peuvent avoir des échos aujourd'hui. La censure ne se voit pas lorsqu'elle suit la morale de son époque, mais s'applique lorsqu'elles s'en écartent. Des phrases fortes de Rousseau, le rapport entre la censure et la morale, comment elles peuvent effectivement se traduire différemment suivant les époques. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait pour garder l'essence même de ces phrases, tout en les simplifiant ? Ça doit être un exercice difficile. Oui, alors, le prétexte aussi, c'est cette amitié, c'est aussi ce jeu d'échecs. Donc c'est aussi marrant de pouvoir appliquer la philosophie au jeu d'échecs, les cases blanches, les cases noires, les déplacements des fous qui sont de biais, ou les pions qui vont avancer droit, toujours devant eux. Le jeu d'échecs peut devenir aussi une métaphore de la vie, et puis peut devenir aussi une manière d'appliquer sa pensée dans ce cadre-là. Est-ce qu'on pourrait dire que dans cette pièce, finalement, cet échiquier donne un peu le cadre ? Oui, c'est le cadre de la pensée, c'est le terrain de jeu de l'affrontement. Et effectivement, Diderot va aussi s'amuser à
parodier Rousseau qui est parti loin s'exiler pour parler de la civilisation. Et Diderot lui rappelle, est-ce qu'on peut vivre en dehors de l'échiquier ? Est-ce que sinon on devient un petit bout de bois, tout simplement ? Et peut-on en parler sans être dedans ? Et voilà. Alors, c'est aussi la contradiction de Rousseau qui est très intéressante à montrer. Rousseau part s'exiler pour parler de la société, mais bien évidemment, il va revenir au sein de la société, faire des lectures de ses ouvrages dans les salons privés parisiens. Donc, regardez comment je m'exile. C'est aussi tout ça qui est marrant à montrer dans la pièce, et de voir aussi, ça c'était aussi une thématique importante de Rousseau, la différence entre l'être et le paraître. C'est ça. Qui est aujourd'hui une vraie question de société. Exactement. Alors nous abordons même, puisque nous avons des fois quelques moments modernisé le texte, nous abordons aussi l'allusion aux réseaux sociaux, voilà, comment nous apparaissons par rapport aux autres et comment nous projetons par rapport aux autres. Et Rousseau, avec cette contradiction-là, cherchait sa vérité, voulait se montrer tel qu'il voulait être lui-même, tel qu'il était lui-même, tel qu'il se considérait. Mais malgré tout, est-ce qu'il ne projetait pas non plus une manière d'être vers les autres ? Donc, telle est la question, et vous avez 4 heures. Voilà, je ramasserai les copies bientôt. Alors, nous ne répondons pas aux questions, mais c'est surtout un spectacle qui permet d'en poser, surtout, et qui permet aux spectateurs de s'en poser. Voilà. C'est un peu le principe de la philosophie, il me semble, d'ailleurs. C'est ça. On pose une question, puis en fait, on se retrouve sans réponse, mais avec 10 questions supplémentaires. Voilà, et donc aborder la complexité de la vie comme les 64 cases d'un échiquier. Oh, comment on fait le parallèle entre les 64 cases de l'échiquier et de la vie ? Eh bien, le fait est, c'est qu'il y a tellement de combinaisons qui peuvent s'appliquer sur 64 cases de l'échiquier. C'est dur à dire, hein ? Ah, oui, hein. Heureusement, je ne le dis pas dans le texte. Et que oui, ça nous permet surtout d'accepter la complexité de la vie, la complexité de la vie de l'autre, et d'éviter trop souvent de passer par des généralités. Et est-ce que dans ce qui est présenté dans cette pièce, il y a une combinaison qui toi, t'est chère plus qu'une autre ? Une combinaison ? Une combinaison. Une combinaison qui pourrait s'apparenter à une manière de voir les choses, ou à une pensée, oui. La combinaison, ça sur l'écoute de l'autre, l'acceptation de la vie de l'autre, rebondir sur l'autre, avancer ensemble dans une même direction, travailler ensemble. Et effectivement, en tant que comédien, c'est ça aussi que nous appliquons sur scène, voilà, par notre écoute, notre incarnation. Nous travaillons ensemble pour un bien commun. Et c'est ce qu'ont voulu faire aussi ces deux philosophes. Bien sûr. En créant et en jouant cette pièce, est-ce que toi, personnellement, il y a des choses, des apprentissages que tu en as fait, ou des prises de conscience qui ont émergé au travers de ce spectacle ? Oui, c'était... alors, Rousseau et Diderot, c'est d'abord deux caractères très différents. Diderot, c'est un promoteur, donc voilà, il crée l'encyclopédie pendant 20 ans, quelqu'un de très social. Et Rousseau, lui, va être plus retenu, va être plus introverti. Et donc, c'est montrer la confrontation de ces deux natures que nous portons aussi en nous-mêmes. Et c'est aussi ça qui est intéressant à montrer. Très bien, je te remercie, Franck. Alors, ça peut paraître étonnant, on parle d'un spectacle comique, philosophique, et puis de spectacle plutôt jeune public, mais finalement, ce n'est pas si éloigné que ça, puisque si la forme est différente, le fond est quelque part assez proche, c'est le même. Hein. Les enfants d'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, et à tout moment, en tant qu'humain, on se pose des questions. Alors, Émilie, tu es venue nous parler du spectacle Trotte et si on parlait de Trotte tout à l'heure, oui, et de ces personnages, de ceux que tu interprètes, de la manière dont le troisième personnage, qui est Alf, vit au travers de la marionnette. Ce dont on n'a pas parlé, c'est du chant présent aussi dans cette pièce. Oui, c'est une pièce musicale, hein, c'est une comédie musicale. Donc effectivement, on interprète plusieurs morceaux en solo ou en duo avec la marionnette. J'interprète un duo avec Alf. Et ce sont des compositions originales qui ont été écrites, en tout cas composées pour la musique par Elif Bleda.
Et on a toute une équipe formidable dans la compagnie Tout de Go qui a réalisé la musique, les décors, la scénographie, les marionnettes, etc. Et voilà, c'est une vraie proposition artistique pour le coup, parce qu'il fallait se saisir de ce texte, et puis la volonté était d'y ajouter de la musique. Donc il fallait aussi que tout ça s'harmonise, et que les chansons viennent raconter quelque chose en plus du livret, en plus du texte qui est abordé par les deux personnages, par les deux comédiens. Et pour le coup, il y a un vrai équilibre entre la musique et le texte, ce qui en fait une comédie musicale, vraiment, ce qui nous a valu d'être nominés d'ailleurs l'année passée pour le trophée de la comédie musicale. On était un peu les outsiders, et puis on était très contents d'être là parmi les grandes troupes qui se produisent en ce moment. Donc oui, c'est bien aussi de pouvoir défendre des petits formats de comédie musicale avec une ambition de composition, d'œuvre originale. C'est très agréable. Est-ce que le choix de la musique dans une pièce se fait aussi pour essayer de rendre plus audible, pour le coup, les messages, les textes auprès d'un public comme les enfants ? Ah bah oui, je pense que c'est même essentiel, et c'est un travail qui est important. D'ailleurs, c'est très fréquent que dans les jeunes publics il y ait de la musique, sans forcément parler de comédie musicale à proprement parler. C'est ce qui se passe dans Ici. Il y a un accompagnement aussi musical. Il y a une petite chanson aussi à un moment donné qui est très rigolote. Et je pense que la musique est un vecteur de langage aussi pour les enfants qui parfois n'ont pas encore acquis la parole, le langage. Et si on parle d'enfants de 2 ans, pour les plus petits, voire même des fois moins. Donc c'est quand même des enfants qui sont en plein apprentissage, en pleine possession du langage. D'ailleurs, l'apprentissage du langage prend du temps, il se fait sur plusieurs années, mais c'est vraiment les prémices, et pouvoir aussi raconter des choses différentes sensoriellement avec la musique. Je pense que ça participe effectivement à la réception du spectacle et du message et d'expériences en fait qu'ils viennent vivre parfois pour la première fois au théâtre. Tout à fait, c'est très vrai. D'ailleurs, je recevrai ce samedi parmi les invités les théâtres du cœur qui en fait travaillent avec des enfants à monter des spectacles, et l'initiative première était de dire ok, si tu veux apprendre telle ou telle matière, apprends-le en chanson. Et donc du coup ils montent des spectacles un peu sous la forme de comédie musicale, et ils le font en chanson parce qu'ils se sont aperçus que il y avait cette facilité de retenir les informations lorsqu'on les mettait en musique. Et ça me permet de rebondir sur le fait qu'on va se faire une deuxième petite pause musicale, puisque la musique est porteuse de plein de beaux messages, mais elle nous permet aussi de véhiculer de la joie. Et de la joie, c'est ce qui embaume tout ce festival que j'ai plaisir de partager aujourd'hui avec vous. On va s'écouter tout de suite Coup de vieux de Big Flo et Oli. À tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Mamas Trio. Et me revoilà, on s'est écouté Coup de vieux de Big Flo et Oli. Vous êtes toujours sur Speed Radio, je suis Marion et vous êtes dans mon émission Les Coups de cœur théâtraux. Je suis toujours en compagnie d'Émilie et Franck venus parler de leur spectacle. Pour Émilie, Eutrotte et Essie, qui sont des spectacles dédiés plutôt au jeune public, mais des spectacles familiaux, puisque cela parle aussi aux adultes. Et Franck est venu nous parler de La raison du plus fou, qui se joue donc au théâtre de la Luna, qui est un spectacle comique philosophique. Comico-philosophique, effectivement. On ne l'avait pas présenté comme ça jusqu'à maintenant, mais je reprends à la formule. Je trouve ça chouette, ça fait presque oxymore, mais en fait non. Non. Non, parce que la philosophie, c'est pas forcément barbant. Non, ça peut être décalé, et puis justement, ça peut aller aussi vers l'absurde. Tout à fait. Alors, Franck, si je devais te poser une question, à savoir, quelle est la chose que tu préfères dans ce spectacle ? Ce serait quoi ? Ça serait mon partenaire. C'est beau. Partenaire que, rappelons-le, c'est Grégory Baquet. Grégory Baquet. Oui, moi j'ai écrit cette pièce vraiment sur le rapport des deux personnages et donc vraiment le rôle que j'interprète est le reflet du sien et réciproquement. Donc c'est vraiment une relation et plus cette relation est vivante et imprévisible, plus le spectacle le sera.
Et nous jouons dans la pupille de l'autre, la prunelle de l'autre. C'est beau, c'est vraiment bien dit. Merci Franck. Émilie, Oui. On a parlé jusqu'à présent du spectacle Eutrope, mais vous allez aussi nous présenter, je passe du vous au tu, je me perds complètement, mais tu es aussi venu nous parler du spectacle Essie, qui est également joué par la compagnie Tout de Go, dont tu fais partie. Exactement, qui joue. Donc on alterne ces deux spectacles. Essie est joué les jours pairs à 10h10 au Théâtre du Centre et les jours impairs, nous jouons Eutrope. Oui, Essie, qui est donc une adaptation de cet album jeunesse de Chris Houghton, qui marche très bien, qui a aussi écrit beaucoup d'autres albums pour les très jeunes publics, comme Oh non Georges, Je suis perdu, enfin tout plein de best-sellers vraiment pour la petite enfance, avec toujours des univers graphiques très colorés, très reconnaissables en fait. Et ce qui me plaît particulièrement dans ce spectacle, je crois, et dans cette histoire, c'est la façon dont ces trois singes vont se saisir de cette notion d'obéissance. Parce qu'évidemment, voilà, on leur interdit, pendant qu'ils sont seuls, de descendre manger des mangues au manguier, parce que c'est dangereux pour eux, et évidemment la limite est importante à poser pour la sécurité de ces singes, mais l'envie est plus forte que tout, et pour l'amour des mangues, ils vont se mettre à désobéir. Et je trouve que cette notion de désobéissance est intéressante à questionner, déjà chez l'enfant, pour l'enfant, et notamment chez les parents, chez les adultes que nous sommes, et qui... Enfin, moi, je suis maman aussi, et j'ai questionné cette notion d'obéissance et de désobéissance en essayant de me dire que voilà, où se situe la limite entre ces deux notions, entre l'obéissance et la désobéissance. Pourquoi ne pas désobéir, puisque tantôt on nous présente le fait de ne pas désobéir par mesure de protection, parce que ça peut être dangereux. Parfois, il ne faut pas désobéir parce que c'est une question de valeurs, de croyances, et parfois les croyances sont erronées. Et à quel moment désobéir peut être une bonne chose si la règle qu'on nous a transmis. En tout cas, là, dans le cadre de l'enfant, on voit que ça passe par l'expérience. C'est-à-dire que ils vont désobéir. Et c'est souvent le cas, je pense à un autre album de cet auteur qui s'appelle Oh non Georges, qui va faire des bêtises malgré lui, parce qu'il a besoin de se rendre compte par lui-même qu'effectivement, qu'il y a des conséquences à ses actes. Et là, ces petits singes vont à un moment donné un peu avoir peur, évidemment, du tigre qui rôde. Ils vont pas passer loin de la catastrophe. Donc c'est intéressant aussi de se dire que peut-être cette notion, elle prend de la valeur à l'aune de nos expériences, et qu'on est plus à même à ce moment-là de pouvoir juger pour soi-même, en tout cas quand on est plus grand, évidemment. Quand on est enfant, c'est encore différent, mais de pouvoir juger pour nous-mêmes ce qu'il est bon de suivre ou pas. Bien sûr. Merci beaucoup pour ces mots. Est-ce que je peux te poser aussi la même question qu'à Franck? Que préfères-tu dans ces spectacles? Alors pourquoi il y en a deux, donc tu as le choix, tu as deux réponses possibles. Alors dans Essie, j'en suis extérieure parce que je l'interprète pas, mais je crois que ce que j'aime particulièrement, c'est toutes les petites références humoristiques, et il y a vraiment un côté très décalé qui est donné dans la mise en scène, et qui donne toute la saveur pour moi à ce spectacle aussi, qui fait que c'est une vraie proposition artistique et pas simplement une restitution d'un album jeunesse. Et pour Eutrope, je crois que c'est, en le vivant de l'intérieur, je crois que c'est vraiment la réaction des enfants pendant les gags et les situations, de les voir investis et impliqués. Quand la marionnette arrive, c'est vraiment un bonheur sans cesse renouvelé de pouvoir les entendre vivre ça. Ouais. Très chouette. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé ou préféré, ou qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est aussi une question que je pose aux personnes que je croise dans la rue ou en sortie de théâtre. Et on va s'écouter d'ailleurs, comme tous les jours, un petit extrait de ce que j'ai réussi à capter. On va s'écouter tout de suite les avis que j'ai pu capter hier en allant voir le spectacle Humain de Narcisse que nous avons justement reçu ce matin. C'est parti.
Bonjour, je suis Marion de Speed Radio. On sort tout juste du spectacle Humain de Narcisse. Ah oui. À chaud, qu'en avez-vous pensé ? Ah, c'est extraordinaire. J'ai les poils parce que c'était tellement beau, la musique, ce qu'ils racontent, les hologrammes, on ne savait plus qui étaient les vraies personnes. Enfin, il y avait une ambiance sur scène et c'est tellement fort. Voilà, c'est vraiment extraordinaire, je conseille. Si j'en avais qu'un à voir pour l'instant, je dirais à mes amis d'aller le voir. Celui-ci. Merci beaucoup. Monsieur, bonjour. On sort du spectacle Humain de Narcisse. Oui. À chaud, qu'en avez-vous pensé ? Mais c'est magnifique, c'est beaucoup de poésie, beaucoup de profondeur, beaucoup de légèreté aussi. Alors c'est ça qui est assez étonnant parce que Narcisse s'est imaginé en même temps la légèreté avec de la musique, avec des rythmes et avec des paroles très aériennes et puis de la profondeur avec des textes qui finalement nous invitent à réfléchir. Voilà, franchement, qu'il continue. Là, je suis en train de consulter son petit bouquin, qu'il continue parce que c'est un vrai cadeau qu'il nous fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, nous sortons tout juste du spectacle Humain de Narcisse. Puis-je vous demander ce que vous en avez pensé à chaud ? Beaucoup de bien. Je n'en doute pas. Vous connaissiez déjà cet artiste ? Nous connaissons déjà cet artiste, oui. Et c'est la première fois que vous découvriez ce spectacle ? C'est la première fois, oui. D'accord, merci beaucoup. Vous avez prévu quoi pour la suite de votre programmation sur ce festival ? Qu'avez-vous prévu d'aller voir sur la suite de ce festival ? Nous allons voir la Mégère apprivoisée et les chanteuses ukrainiennes et biélorusses au Palais des Papes. Très bien, dans un lieu magnifique. Je vous souhaite un bon festival. Merci. Voilà, c'était donc la sortie de théâtre du spectacle Humain. Et donc je continue comme ça sur tout le reste du festival. Alors Franck Mercadal, merci d'avoir été avec nous pour nous présenter votre spectacle La Raison du Plus Fou, qui se joue jusqu'au 21 juillet à 11h11 au Théâtre de la Luna, sauf le 11. Émilie, rappelons-le, les spectacles donc Eutrope et Essie se jouent tous les deux au Théâtre du Centre, c'est bien ça. Donc tous les jours à 10h10, alors les jours impairs pour Eutrope et les jours pairs pour Essie. C'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon festival. Je vous dis un très gros Et puis dans quelques instants, je vais laisser la main à Denise qui va prendre le micro et pour la suite de l'émission, pour son émission surtout qui s'appelle l'émission secrète de Denise Jardinière. Alors a priori, il est en train de se préparer. Denise, tu es par là ? Oui, voilà, c'est ça. Elle arrive. Voilà. Et ben voilà, ça y est, elle est en place. Elle est en pleine forme aujourd'hui pour cette deuxième émission de l'émission secrète de Denise Jardinière. Dis donc, tu es toute en beauté aujourd'hui. Oui. Alors, laisse-moi juste le temps de dire au revoir à mes deux auditeurs et puis je te laisse toute la place. Chers amis, je vous retrouve demain à 18h pour une nouvelle émission. On aura de nouveaux invités. En attendant, n'hésitez pas à aller écouter les émissions précédentes sur le site speedradio.net et sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous laisse, je vais me précipiter comme d'habitude, vous le savez très bien, dans les théâtres pour aller découvrir plein de beaux spectacles dont j'aurai plaisir à vous parler très prochainement. Allez, ciao!